Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Mindfulness avec Drusilla. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi intime qu'universel, la conscience de soi. Non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre d'une société. Parce que se connaître, ce n'est pas un luxe, c'est une responsabilité, une base, une fondation pour mieux vivre avec les autres, pour mieux communiquer, mieux aimer, mieux travailler, mieux traverser la vie. La conscience de soi, c'est l'un des traits les plus remarquables de l'être humain. C'est cette capacité à se regarder vivre, à observer ses pensées, à entendre son propre dialogue intérieur, à ressentir une émotion et à se dire tiens, quelque chose se passe. C'est cette petite lumière intérieure qui éclaire nos motivations, nos peurs, nos réactions et parfois nos zones d'ombre. Qu'est-ce que la conscience de soi? La conscience de soi, c'est la capacité à comprendre ce que l'on pense, ressentir ce que l'on ressent, observer ses comportements et reconnaître l'impact qu'ils ont sur nous-mêmes et sur les autres. Les neurosciences montrent que cette capacité est liée à l'activité du cortex préfrontal, à la métacognition et à l'inscription de nos expériences dans la mémoire émotionnelle. En d'autres termes, se connaître, c'est comprendre comment notre histoire intime influence notre manière d'être au monde. La conscience de soi n'est pas un état fixe, c'est un mouvement permanent. Elle demande de l'honnêteté, de la curiosité et parfois du courage. Beaucoup d'entre nous agissent automatiquement sans savoir ce qui nous pousse à réagir, à fuir, à nous braquer, à nous fermer ou à nous accrocher. Développer sa conscience émotionnelle, c'est arrêter de faire la guerre à ce qu'on ressent. C'est apprendre à dire je suis triste, je suis anxieux, je suis frustré, je suis blessé, sans jugement et sans filtre surtout. Parce que nommer, c'est déjà comprendre. Nous ne pensons jamais à partir de zéro. Nos croyances, nos comportements, nos peurs viennent de notre histoire familiale, notre culture, notre éducation, nos expériences, nos traumatismes parfois. Prendre conscience de ces conditionnements, c'est donner la possibilité de choisir ce que l'on veut continuer et ce que l'on souhaite laisser derrière nous. La conscience de soi, ce n'est pas seulement regarder l'intérieur, c'est aussi comprendre comment on entre en relation, comment on parle, comment on écoute, comment on réagit, comment on pose des limites et comment on prend sa place dans la société. Chacun de ces aspects est un miroir de notre monde intérieur. Nous ne sommes pas des individus isolés. Nous sommes reliés constamment par nos paroles, par nos gestes et par nos attitudes. Quand nous ne connaissons pas nos propres besoins, quand nous ignorons nos émotions, quand nous sommes en guerre contre nous-mêmes, cela se voit et cela se ressent. On communique dans la précipitation, on projette nos peurs sur les autres, on réagit plutôt qu'on répond, on se défend au lieu d'écouter et on juge au lieu de comprendre. La conscience de soi est une forme de responsabilité sociale. Comprendre qu'un autre être humain a un monde intérieur aussi complexe que le nôtre, avec ses doutes, ses blessures et ses rêves, c'est ce qui rend possible la coopération, la tolérance, l'entraide et la paix. Une société plus consciente commence par des individus plus conscients. Dans un monde saturé d'informations, de notifications, de comparaisons sociales, de performances à atteindre, il devient vital d'apprendre à revenir à soi. Parce que plus on est centré, plus on est apaisé. Et plus on est apaisé, plus on peut être présent pour les autres. La présence, la vraie, elle est rare. Et pourtant, elle transforme tout. Développer sa conscience de soi, c'est devenir un meilleur compagnon pour soi-même, mais c'est aussi devenir un meilleur partenaire, un meilleur ami, un meilleur parent, un meilleur collègue, un meilleur humain. Parce qu'on ne peut pas offrir aux autres ce que l'on refuse de se donner. Une société plus harmonieuse commence toujours par une personne qui décide d'être plus consciente. Pas parfaite, hein, consciente. Plus présente, plus ouverte, plus alignée et plus authentique.
La conscience de soi est un chemin parfois exigeant, souvent éclairant, mais toujours libérateur. En apprenant à mieux nous comprendre, nous pouvons bâtir des relations plus justes, plus profondes et plus humaines. Et peut-être que c'est ça au fond, le vivre ensemble. Se connaître dans l'autre sans s'oublier soi-même, ce sentiment d'être une personne unique dans un corps précis, avec une histoire, des émotions et des intentions. On vit avec cette évidence chaque jour. Mais quand on l'examine, il devient mystérieux. Comment notre cerveau fabrique-t-il ce sentiment si familier d'être soi? Est-ce un simple mécanisme biologique? Est-ce un récit qu'on se raconte? Et que se passe-t-il quand cette conscience de soi est fragilisée? On va explorer tout ça ensemble, étape par étape, de manière simple, mais sans sacrifier la précision scientifique. Avant même de penser, avant même de sentir des émotions complexes, il existe un niveau de conscience très discret, la conscience du corps vivant. Notre cerveau surveille en permanence le rythme de notre cœur, notre respiration, notre digestion, notre température et les tensions internes. C'est ce que Antonio Damasio, neuroscientifique majeur, appelle le proto-soi. Ce n'est pas encore un moi psychologique, c'est plutôt une sentinelle intérieure qui vérifie que le corps fonctionne bien. Sans cette base corporelle, il n'y aurait rien à mettre dessus. C'est la fondation, une sorte de premier « je suis ». Et quand cette conscience corporelle vacille, par exemple en cas de crise de panique ou d'anesthésie, la perception du soi s'effondre immédiatement. C'est le socle indispensable. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle la conscience primaire. Ce niveau correspond au vécu du présent. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je goûte, ce que je perçois de mon corps dans l'espace. Ce niveau repose sur des interactions rapides entre les sens et les régions du cerveau chargées de la prise de décision. C'est ce qui te permet de réagir au monde, de sentir du plaisir, du danger, de la chaleur, de la présence. Cette conscience n'a pas besoin de mots. Les animaux la possèdent aussi. C'est le niveau du vécu brut. Et puis, il y a le troisième niveau, le récit de soi. Celui-là nous est propre, ou presque. C'est la capacité à se souvenir de qui on est, raconter son passé, se projeter dans l'avenir, se décrire avec des mots, se juger, se comparer, imaginer son futur, se dire « moi je suis cette personne-là ». Ce niveau-là est rendu possible par un réseau particulier dans le cerveau, le Default Mode Network, ou DMN. Ce réseau s'active quand tu n'es pas en train d'agir, quand ton esprit vagabonde et lorsque tu parles intérieurement. Il s'active quand tu te souviens d'un moment fort, tu penses à quelqu'un que tu aimes, tu revis mentalement une conversation, tu imagines ton futur et tu te demandes qui je suis. Le Default Mode Network, c'est l'ingénieur de ton identité. Il rassemble ton passé, ton présent, ton futur, une sorte de chronologie fluide. C'est ce qui fabrique l'unité de ta vie intérieure. Selon une théorie importante de la Global Neuronal Workspace Theory, la conscience apparaît quand une information devient accessible à tout le cerveau en même temps. Quand le projecteur s'allume sur une information, un son, une pensée, une émotion, cette information devient visible par toutes les régions qui en ont besoin. À partir de ce moment-là, tu peux t'en souvenir, tu peux l'expliquer, tu peux agir dessus, tu peux en parler, tu peux ressentir les effets. Si la lumière ne s'allume pas, l'information reste inconsciente. On pense aujourd'hui que le moi émerge de ces moments où les pensées, les émotions, des souvenirs montent sur scène et deviennent disponibles à une grande partie du cerveau. Autre idée essentielle, le cerveau n'attend pas le monde, il le prédit, il l'anticipe. Ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, comment ton corps va réagir, qui tu es même,
Selon cette approche, la conscience de soi serait un modèle interne que ton cerveau fabrique pour expliquer ce qu'il ressent. Si les signaux corporels correspondent à ce que ton cerveau avait anticipé, tu te sens toi-même. Quand il y a un décalage, il t'envoie une alerte. Anxiété, étrangeté, perte de repères, sentiment même de dépersonnalisation. C'est le système prédictif qui explique pourquoi des illusions simples peuvent manipuler l'impression d'avoir un corps, comme l'illusion de la main en caoutchouc. Ton cerveau, il cherche la cohérence, parfois au point d'être trompé. On ne se construit pas tout seul. Dès la naissance, notre cerveau intègre les regards, les mimiques, les réactions des autres. Le système des neurones miroirs, par exemple, permettrait d'imiter mentalement ce que les autres font. Ce système joue un rôle dans l'empathie, la compréhension des intentions, le sentiment de distinction entre soi et autrui. Le moi est en dialogue constant avec le toi. Certains états montrent à quel point la conscience de soi est une construction fragile. La dépression, elle modifie le default mode network et amplifie les pensées autocentrées négatives. Les attaques de panique perturbent la perception corporelle. La dépersonnalisation crée un sentiment d'être spectateur de soi-même. Certaines pratiques méditatives dissolvent temporairement l'ego. Tout cela montre que le moi n'est pas un bloc fixe, c'est un processus dynamique. La conscience de soi n'est pas un mystère magique, c'est une construction vivante, moment après moment. Elle commence dans le corps, se développe dans l'expérience du présent, puis devient une histoire que l'on se raconte. Comprendre cela, c'est mieux comprendre nos émotions, nos pensées, notre identité, nos fragilités et même notre liberté. Comment développer une plus grande conscience de soi? Il faut savoir prendre le temps. Prendre un moment dans la journée pour se demander qu'est-ce qu'on ressent? Pourquoi on réagit comme ça? Est-ce que c'est vraiment nous ou juste nos habitudes? Prendre le temps de respirer. La respiration est un outil d'ancrage extraordinaire. Elle nous ramène à l'instant. Elle ralentit le mental, elle apaise le système nerveux. Savoir se retirer dans le calme. Car c'est dans le calme que l'on se rencontre. Là où les émotions s'organisent, où les pensées se clarifient. Je vous conseille de tenir un journal, écrire, mettre de la lumière sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Aussi, apprendre à demander de l'aide, un conseil, un soutien. Il faut savoir que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un signe de lucidité. Et n'oubliez pas que les gens qui vous entourent influencent profondément votre manière d'être. S'entourer de personnes construites, bienveillantes, conscientes, nous aide à nous élever. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la conscience de soi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou à m'envoyer vos questions pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Voici quelques livres de référence pour ceux qui souhaitent continuer l'exploration. The Telltale Brain du neurologue Vilyanur Ramachandran. Le livre explore les fondements neurologiques de ce qui fait de nous des êtres conscients. Une plongée neuroscientifique rigoureuse dans la question « Qui je suis ?» sous l'angle du cerveau. La conscience de soi de Louis Lavelle. Une réflexion philosophique classique. Le livre explore ce que c'est être soi, la nature de la conscience, la subjectivité, un texte profond pour engager une réflexion intérieure. You Are the Universe de Deepak Chopra et Menas Kafatos. Ce livre questionne la nature de la conscience, de la réalité et propose une vision unifiée de l'univers et du soi. C'est un ouvrage plus philosophique et spirituel, potentiellement stimulant
si vous vous intéressez au lien entre esprit, matière et existence. Cerveau et méditation de Mathieu Ricard et Wolf Singer. Dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences. C'est un très bon pont entre neurosciences modernes et tradition contemplative. Ce livre explore comment la méditation modifie le cerveau, la conscience et l'attention.